Sciences Po et Rima Hassan ne condamnent pas assez le Hamas. C'est ce que je s'en sors en fait après avoir écouté BFM TV, Sud Radio, Public Sénat. Euh, vous êtes sûrement au courant de ce qui se passe à Sciences Po. Il y a une occupation de Sciences Po euh, pour les Palestiniens, en soutien à la Palestine, qui est évidemment critiquée par le pouvoir. On envoie les CRS pour les déloger. C'est assez violent. Il y a évidemment une campagne de calomnie qui consiste à nous expliquer que les étudiants de Sciences Po sont plus ou moins des antisémites, pro-Hamas, je sais pas trop quoi. Donc je vous ai fait un petit florilège de tout ça si vous n'êtes pas au courant. Donc là, vous avez l'évacuation par les CRS le 26 avril. Donc, évacuation à Sciences Po, les députés Thomas Porte et Jérôme Legare se sont positionnés entre les CRS et les étudiants. Ça, c'est bien. C'est Mélenchon qui avait appelé à faire ça, parce que l'intérêt, c'est que si tu te positionnes en tant que député, surtout avec l'écharpe tricolore, normalement, les CRS ne sont pas censés pouvoir passer. Écoutez, les CRS que vous voyez là en ligne sont prêts à intervenir. Il y a 7 lignes que vous voyez là. Il y a une autre ligne de l'autre côté de la rue. Et donc, vous voyez ces CRS qui ont déjà fait plusieurs sommations. Plusieurs sommations ont été faites à ces personnes de quitter les lieux sous peine d'interpellation. Vous voyez deux députés qui sont présents. Donc les deux députés, Jérôme Legare notamment, qui est le député trotskiste de l'Assemblée nationale, le député du POI, donc qui a intégré la France Insoumise, le POI, qui est un mouvement trotskiste. Et vous voyez donc les étudiants chanter « On est là ». Moi je trouve ça bien que ça a été repris des Gilets jaunes. Maintenant dans toutes les manifs on entend ce chant qui est assez sympa je trouve. Députés de la France Insoumise qui se mettent entre ces CRS et les manifestants qui sont assis. Vous voyez ces manifestants sur l'image de Marjorie Marcillac. Avec des kéfiers en hommage à la Palestine. Qui disent qu'ils sont là, qu'ils ne partiront pas, ils ne comptent pas céder, ils ne comptent pas laisser la rue libre, ils comptent rester devant ce bâtiment de Sciences Po que vous voyez à l'image. Il y a encore plusieurs centaines de personnes, alors que je vois de l'autre côté... Moi, ce qui me tue, c'est que ils font comme si les étudiants de Sciences Po c'était des putains de révolutionnaires ultra radicaux et tout, alors que Sciences Po c'est quand même connu pour être une espèce de formation de l'élite politique française. C'est pas ultra radical, faut pas se voiler la face, c'est pas ultra radical. Et j'ai rien contre les étudiants de Sciences Po, il y en a d'ailleurs qui sont très radicaux à Sciences Po, ça existe, mais allez nous faire croire que les étudiants de Sciences Po, vraiment, c'est de la graine de révolutionnaires tiers-mondistes, décoloniales. Bon, on va peut-être se calmer quand même, quoi. Le barrage qui se trouve de l'autre côté, il y a des personnes qui cherchent à venir rejoindre ces manifestants et qui en sont empêchés par l'autre barrage de CRS. Écoutez Donc voilà, on a elle, je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle était passée sur Backseat pour nous dire que c'est pas elle qui nous avait dit que Israël était un projet décolonial. Enfin voilà, des grosses conneries. Et elle a Hubert Lenoir en face, qui est un étudiant de Sciences Po, militant pour la Palestine. Il marque militant pour la paix sur son Twitter, qui lui dit « Vous avez plus peur du wokisme que d'un génocide, c'est vraiment très inquiétant ». Voilà, Il n'y a pas de slogan antisémite. Et je pense, je vais vous dire, je pense que vous ne représentez pas la jeunesse française. Je pense qu'encore une fois, vous appartenez à une minorité très parisienne, radicalisée, probablement entraînée Radicalisée. bien sûr, La probablement position qu'on entraînée défend, par c'est des... pas une position probablement radicale. Moi, ça me fume parce que vous avez deux personnes qui ont l'air quand même assez intégrées. Hein. Ça n'a pas l'air d'être non plus deux mineurs de fond du fin fond de l'Auvergne. Et elle vient de le traiter de parisien, alors que je suis désolé, elle fait pas moins riche que lui, ou moins parisienne, ou moins citadine. C'est quoi, voilà, elle vient du centre-ville de Bordeaux, donc c'est le peuple. Hein. C'est le peuple, et lui, c'est un énorme bourgeois. C'est une position humaniste qui a longtemps été celle de la France, de Gaulle, de Mitterrand, de Chirac, contre l'apartheid et le massacre en Palestine. Probablement entraînée. C'est vrai que ça c'est fou, hein. Les macronistes ont réussi à nous faire, les macronistes et la droite, et les sionistes en général, les pro-sionistes en général, ont réussi à nous faire croire que la position classique de la France, de Chirac, de Mitterrand et d'autres, même de Villepin aujourd'hui, devient une position limite antisémite, quoi. Devient une position vraiment ultra radicale, alors qu'en réalité, la France insoumise est plus sur les positions de Chirac que ceux qui se revendiquent gaullistes aujourd'hui, quoi.
par des leaders d'extrême gauche. Et pour ma part, j'en reviens à la position qui est celle du président de la République, qui est une vraie position d'équilibre qu'Emmanuel Macron a rappelé à plusieurs reprises, en Vous avez mis 7 mois à appeler à un cessez-le-feu. En condamnant toujours les attentats du 7 octobre et l'horreur qu'on traversait. Vous avez cette personne-là qui vous dit la position de Macron, moi, elle me convient, elle est vraiment équilibrée. Elle est vraiment équilibrée. La livraison d'armes à Israël, le fait d'appeler à un cessez-le-feu au bout de 7 mois, le fait de ne jamais rien faire de concret à part dire ah oui, c'est pas bien de tuer des Palestiniens, mais au final de ne pas utiliser les ressorts diplomatiques qu'on peut avoir. Déjà, le fait d'arrêter de livrer des armes à Israël, ce serait quand même déjà la moindre des choses, quoi. Elle nous dit ouais, il y a une position équilibrée, quoi. La position serait équilibrée. Je suis désolé, la position est pro-israélienne, c'est de manière assez évidente. Juste aujourd'hui, Macron ne veut pas avoir trop de sang sur les mains, donc commence à tenir un discours de type ah oui, mais c'est quand même pas bien de tuer des Palestiniens. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien de tuer des Palestiniens ou des Israéliens. Personne n'est pour tuer des gens, de toute façon. Par contre, on aimerait bien des actes. C'est les Israéliens, et en appelant Israël à avoir des actions qui préservent les civils. Et je pense que c'est cette position d'équilibre et de nuance de l'équilibre, là c'est de l'instrumentalisation. Qui est la position la plus sensée et sur laquelle on devrait se simplement retrouver. Pour dire, vous avez plus peur du wokisme que d'un risque de génocide. Vous avez plus peur du wokisme que d'un risque de génocide. Par contre, Hubert Lenoir, si tu nous écoutes, parle plus près du micro, parle plus fort, n'hésite pas à lui couper la parole parce qu'elle est plus habituée au plateau que toi. Et là, elle raconte n'importe quoi. Je pense qu'elle sait qu'elle a un peu perdu le débat. Mais elle maintient en fait une logorrhée incessante pour t'empêcher de parler. Et donc, on t'entend pas dire une punchline qui est pas mal parce qu'elle continue de parler, de raconter ses conneries, quoi. Vous craignez plus le wokisme contractionide que le génocide qui est en cours de l'autre côté de la Méditerranée. Toutes les vies se valent. Et j'ai aussi une pensée pour ce qui s'est passé en Israël. Merci Hubert Lenoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci Hubert Lenoir. On a Céline Pina aussi, Céline Pina donc, qui nous avait dit ceci, qui nous avait dit que c'était en fait il y avait un deux poids deux mesures à avoir entre tuer des enfants palestiniens et israéliens parce que les enfants palestiniens auraient conscience qu'on n'avait pas trahi l'humanité quand on les tuait, quoi. Elle nous avait dit ça, je sais pas si vous en souvenez. Ceci étant, il y a sans doute de la pédagogie à faire sur le fait que le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Donc vous vous souvenez sûrement de ce truc-là. Et là, aujourd'hui, elle nous dit des étudiants censés faire partie de l'élite cumulant privilèges de naissance, accès à la meilleure éducation et environnement culturel, émancipateur, se votent littéralement dans l'apologie du terrorisme. Pour une grande partie des jeunes étudiants pro-LFI. Céline, vous êtes particulièrement choquée par le comportement des étudiants et par leur antisémitisme décomplexé. Oui. What the fuck. Voilà, l'antisémitisme décomplexé des étudiants de Sciences Po. Puis j'adore le truc de ouais, ils ont la meilleure éducation. Non mais attendez, on croirait que cette meuf, elle est au 3-8 en fait. Au fin fond de la Touraine ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il faut dire, Frédéric, que la situation est très inquiétante. Des étudiants censés faire partie de l'élite, cumulant privilèges de naissance, accès à la meilleure éducation et environnement culturel émancipateur, se votent littéralement dans l'apologie du terrorisme. Non mais, dis-nous, où est-ce que tu habites ? Combien tu gagnes ? Qu'est-ce que tu as fait comme travail dans la vie ? Si tu as une famille à tout, qu'est-ce qu'ils font ? C'est une pinade. Dis-nous tout ça, parce qu'au bout d'un moment, se faire passer pour quelqu'un qui serait au SMIC et qui fustigerait Sciences Po, c'est ridicule en fait. C'est ridicule quand tu passes ton temps sur les plateaux télé, quoi. De Columbia à Sciences Po Paris, des slogans comme « Hamas résistant », rappelez-vous du 7 octobre, ça se reproduira. Le Hamas donne... C'est quoi, à Sciences Po Paris, les slogans Hamas résistant, le 7 octobre se reproduira, c'est quoi ces slogans ? Je ne les ai pas vus. L'enfer, ou alors vive l'intifada. C'est un peu comme si la jeunesse éduquée de la fin des années... Quel rapport entre vive l'intifada et Hamas résistant, vive le 7 octobre, je sais pas quoi. Les 30 avaient investi Normal Sup pour crier « Hitler nous t'aimons, nazis donne-leur l'enfer et vive les chambres à gaz ». En attendant... Quoi ? Hein ? C'est un peu comme si la jeunesse éduquée de la fin des années 30 avait investi Normal Sup pour crier « Hitler nous t'aimons, nazis donne-leur l'enfer et vive les chambres à gaz ». En attendant, des milliers...
Hein? Mais c'est ridicule. Enfin, elle est en train de comparer en fait les Palestiniens et le Hamas aux nazis et à Hitler, quoi. Je suis désolé, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et si on devait comparer quelqu'un à des nazis, on doit comparer des dominants, des gens qui ont la main sur les choses. Moi, j'aime même pas la comparaison en soi des Israéliens aux nazis, parce que je trouve ça toujours un peu foireux de comparer aux nazis, c'est un peu facile. Mais il y a plus de logique à comparer des gens qui dominent, des gens qui sont en train de faire un génocide aux nazis, que de comparer les Palestiniens et le Hamas aux nazis. C'est ridicule. Enfin, dans un cas, c'est un mouvement de résistance d'un peuple colonisé, et dans l'autre cas, c'est le mouvement nazi, donc le mouvement d'une nation puissante qui va se mettre à génocider les juifs, les tziganes, les communistes, enfin voilà. Les militants pro-palestiniens empêchent à Columbia les juifs d'entrer à l'université et font régner un climat antisémite à Sciences Po. Céline Pina, comment expliquer ce basculement vers... Attends. Il y a des gens à Sciences Po qui empêchent les juifs de rentrer dans Sciences Po. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et c'est sourcé son truc? Évidemment que c'est pas sourcé. Cette radicalité que vous soulignez, alors que dans le même temps, la reproduction sociale, autrement dit... En fait, ces gens se vautrent dans une complicité de crimes contre l'humanité et de génocide, et puis ils viennent faire la chasse à l'apologie du terrorisme supposé, en se basant même pas sur des faits, quoi. L'absence de mixité sociale définit cette frange privilégiée. Eh bien, en 2020... Absence de... T'as ce mec et cette meuf qui parle d'absence de mixité sociale. Ah! Et les gars, vous faites quoi comme métier? Expliquez-nous. Putain, on croirait que c'est des immigrés sans papier qui parlent. Enfin, fermez-la en fait. Deux chercheurs, Anne Muxel et Martial Foucault, ont enquêté sur l'école prestigieuse que fut naguère Sciences Po. Ils avaient remarqué que là où en 2002, 57% des élèves se déclaraient à gauche, ils étaient 71% en 2022, dont 37% déclarant se situer à l'extrême gauche. L'autre enseignement de l'étude est la conscience qu'ont les étudiants actuels d'appartenir à une élite. Bon. Céline Pina, on va juste regarder un peu d'où tu parles, camarade, parce que là, ça commence à me casser les couilles. Et vous savez qu'en plus, moi, je suis le premier à critiquer un peu la boboisation de Sciences Po parfois. Mais là, c'est ridicule, quoi. Elle est quoi? On va regarder. Je vous promets, je ne connais pas. Céline Pina, fille d'un dentiste et d'une professeure de dessin, elle grandit dans les montagnes iséroises. Son père travaille pour la sécurité sociale minière de la Mure. Bon, il travaille pour la sécu, mais il est dentiste. C'est quoi le salaire moyen d'un dentiste? « 7700 net. » Donc voilà, c'est une Pina qui a été au 3-8 toute sa vie. Après un diplôme de sciences politiques, diplôme approfondi à l'IEP de Grenoble. Donc elle a fait Sciences Po en fait. Elle a fait Sciences Po Grenoble et elle est fille de dentiste. Alors, est-ce qu'elle a le droit de critiquer l'entre-soi bourgeois de Sciences Po? Je sais pas. Militante au PS ensuite. Qu'est-ce qu'elle a vraiment travaillé dans sa vie? J'ai pas l'impression. Parce qu'elle n'a jamais réellement travaillé à part être sur les plateaux télé et écrire des articles. Mais elle a un avis sur tout. Et elle traite les autres de bourgeois et d'entre-soi, quoi. Ils sont 70% à le penser. Ils n'étaient que 52% en 2002. Le problème est qu'ils n'attribuent pas cette appartenance à leur mérite personnel. Ils pensent à 68% que leur situation est liée à la reproduction sociale. Ils ne sont donc pas légitimes à leurs propres yeux. C'est pas mal si les gens de Sciences Po sont conscients qu'en fait s'ils sont là c'est beaucoup grâce à la reproduction sociale. En fait c'est pas mal, ils sont clairvoyants, ils sont pas là à se dire je suis plus méritant que les autres. Sur le site Télos, Olivier Galland et Gérard Grunberg y voient la victoire posthume de Pierre Bourdieu sur le tropisme marxiste. Pour ce sociologue, en effet, le concept d'exploitation était trop lié au domaine économique. Il lui préférait donc celui plus englobant de domination, car il permettait de rendre compte de l'importance de la reproduction de... Pourquoi il nous parle de ça, d'accord? Voire incompatibles, comme par exemple les droits des femmes et les... Bon, on s'en tape de ce qu'elle raconte. En tout cas, ça vole pas très très haut. Lorsque les étudiants censés devenir la future élite de la nation se votent dans l'antisémitisme et la défense du terrorisme islamiste en France comme aux États-Unis, il y a de quoi s'inquiéter. Surtout quand cette soumission à la violence politique cache une adhésion au gauchisme liée à une névrose profonde, celle de se sentir illégitime et de ne pas devoir sa position sociale qu'à sa naissance et non à son mérite.
Parce que elle, c'est ça en fait, c'est qu'elle a l'impression elle a l'impression qu'elle est là grâce à son mérite. Mais putain, mais c'est des abrutis quoi. Voilà, fille de dentiste qui fait Sciences Po, elle est là grâce à son mérite. C'est son mérite personnel et pas du tout grâce à sa position sociale de naissance qu'elle est là. Mais qui a besoin d'élites névrosées qui, pour soigner leur mauvaise conscience de classe, quel rapport avec la conscience de classe? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle écrit ou pas? Leur mauvaise conscience de classe en arrive à soutenir les tortionnaires du Hamas, à justifier des tortures infâmes infligées aux assassinés, à se moquer du sort des otages innocents. Mais qui se moque du sort des otages? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est basé sur des faits, putain, quel enfer. On a Gabriel Attal qui dénonce des dérives d'une minorité agissante et dangereuse qui veut apposer une idéologie venue d'outre-Atlantique. Vous savez, j'ai toujours... le moteur de mon engagement, ça a toujours été le respect de la loi et les valeurs de la République. Je l'ai porté en tant que ministre de l'Éducation nationale pour faire toujours respecter les règles, les valeurs de la République dans nos établissements scolaires, notamment s'agissant de la laïcité. Et je continue évidemment à porter ce combat qui est mon moteur en tant que Premier ministre. J'ai eu l'occasion, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines. C'est marrant, c'est que quand il parle d'idéologie venue d'outre-Atlantique, on pourrait se demander aussi si lui, il n'est pas particulièrement un américanoïde mental, notamment sur le néolibéralisme. Hein, si lui, il n'est pas soumis à des idéologies d'outre-Atlantique ou sur l'OTAN. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de soumission à l'OTAN et à l'outre-Atlantique chez ce monsieur? Surtout qu'en plus, j'imagine qu'il doit parler de théories genre la French Theory, des choses comme ça, qui ne viennent pas particulièrement d'outre-Atlantique. De me rendre à Sciences Po devant le conseil d'administration pour dénoncer les dérives d'une minorité agissante et dangereuse qui veut imposer à Dangereuse, toujours plus. la majorité des étudiants, aux enseignants, une idéologie venue d'outre-Atlantique, essayer de perturber le bon fonctionnement de cette école, qui est une école importante évidemment pour notre pays. Et je le dis, je l'ai dit à l'occasion et je le redis ici, nous ne transigerons jamais sur le respect de la loi et sur le respect des valeurs de la République. Putain, quel enfer, c'est du bidon. C'est du bidon. Le respect des valeurs de la République et de la loi, mais c'est hyper mouvant, ça va toujours dans son sens. Ça se rappelle du gars qui a pris un an de prison, Jean-Paul quoi? Le délégué CGT qui a pris un an de prison pour avoir fait un tract pro-palestinien. C'est ça, le respect des lois de la République. Alors qu'il y a des mecs qui volent dans les caisses, des mecs qui font des agressions sexuelles, des trucs comme ça, qui prennent beaucoup moins. Et la vigilance sera totale dans les jours, les semaines et les mois qui viennent pour que le respect de la loi, des valeurs de la République soit au cœur de la mission de l'administrateur provisoire qui a été nommé, mais aussi évidemment de la future direction qui sera nommée à l'issue du processus de sélection. Et on a Rima Hassan, du coup, qui a appelé à aller à Sciences Po, à les soutenir, qui a appelé au soulèvement, et donc du coup, maintenant, qui est devenue la tête de Turc. On pourrait dire la tête de palestinienne, même de certains à la télé, ou certaines qui l'attaquent et qui font même preuve de racisme à son égard. Vous allez voir ça. Juste, il y a un tweet de Rima Hassan, on va le regarder, qui a été publié vendredi, qui dit « Venez à Sciences Po, l'heure est au soulèvement ». Est-ce que vous appelez vous au soulèvement ? Mais bien sûr que si se soulever, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'indigner, ça veut dire se révolter. Bien évidemment que je suis indigné et révolté face à ce qui se passe là-bas. Manuel Bompard, juste, vous savez comment on traduit soulèvement en arabe ? Dites-moi. On traduit ça intifada. Est-ce que vous appelez... Genre quand tu tweets en français, voilà, quand un arabe, un palestinien ou quelqu'un assimilé aux arabes, on va dire, tweet en français, il faut toujours traduire ce qu'il a tweeté en arabe pour se demander si c'est pas un soutien au Hamas quand même. Hein, si vous tweetez, vous êtes pour les soulèvements de la terre, vous êtes pour l'intifada en fait. C'est comme ça, c'est pour ça d'ailleurs que les soulèvements de la terre ont été classés éco-terroristes. C'est parce que c'est l'intifada de la terre en fait. Il faut comprendre un petit peu et toujours traduire en arabe. En polonais et en... mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire maintenant ? C'est-à-dire quand Est-ce que vous appelez l'intifada ? Non. On imagine que Rima Hassan, qui est franco-palestinienne, n'a pas utilisé ce mot complètement au hasard. Oh, franchement, madame, s'il vous plaît. Vous pensez quoi ? Vous pensez que parce que madame Rima Hassan est franco-palestinienne, il faut traduire l'ensemble des mots qu'elle utilise en arabe ? C'est complètement dingue, mais c'est giga raciste comme truc.
Parce que quand vous avez quelqu'un, je sais pas, d'origine asiatique, je sais pas, vietnamienne, vous traduisez tout en vietnamien quand il écrit des tweets, quoi. Enfin, ça n'a aucun putain de sens. Signalement fait à l'Arcorm, chaîne LCP, émission Bonjour c'est nous, horaire 7h30, séquence 8h, à vomir parce que Rima Hassan est franco-palestinienne, il faudrait forcément traduire ses tweets en arabe pour comprendre un éventuel message caché, mais on est où là? Le service public a définitivement vendu son âme. Sans savoir la vraie justification. Ben non, elle a utilisé ce mot pour ce qu'il veut dire en France. Ce qu'il veut dire en France, c'est soulevez-vous, révoltez-vous face au fait que vous avez un pouvoir politique aujourd'hui qui ne fait rien de conséquent pour que ces massacres s'arrêtent, tout simplement. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a plus le droit maintenant de dire que ça suffit, c'est insupportable ce qui se passe là-bas. Non mais il a raison, il est bon, c'est cool en fait, parce que de base il était un peu, je trouve, c'est pas forcément le meilleur orateur, Manuel Bompard et tout, mais plus il fait des plateaux télé quand même, meilleur il est. Et je trouve que c'est mieux qu'avant, là, il est assez convaincant au final. La semaine dernière, on a trouvé des charniers. Cette semaine. Non, mais vous comprenez qu'on s'interroge sur vos tweets. Il y a ce tweet, il y avait le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui accusait Yael Braun-Pivet de camper à Tel Aviv. Je veux dire, ça pose quand même des questions. Alors, est-ce qu'il y a une forme de responsabilité dans... Tu lui parles de charniers, de gens comme ça, des corps à retrouver, des trucs affreux, quoi. Je sais pas, on est en train de parler d'un génocide. Hein. Et elle a dit oui, mais attendez, nous on parle des tweets et puis on les traduit quand même. Mais putain, mais comment elle peut dormir le soir, cette meuf, quoi? Comment tu peux dormir le soir? Comment tu peux te dire ouais, vas-y, j'ai fait un boulot qui est j'ai les mains propres, quoi? Vos tweets, ou est-ce qu'il y a une forme de cynisme dans vos tweets? Non, ni l'un ni l'autre, madame. Parce que là, vous voyez, c'est pas une question que vous êtes en train de me poser. Parce que moi, c'est comme si je vous dis, est-ce que votre question, elle est malhonnête ou est-ce qu'elle est ignoble? Non, mais des deux alternatives, vous préférez laquelle, madame? Vous voyez bien que c'est pas... Putain, c'est n'importe quoi. Bon, sur ce... Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que YouTube ne va pas annuler les commentaires comme il le fait parfois. Et désolé quand ça le fait. C'est pas moi qui les enlève, évidemment. Je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et à aller voir la chaîne principale sur laquelle est sortie une vidéo sur le canard réfractaire. Allez la voir, elle est bien, elle est sortie hier. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas pu notamment faire de vidéos ces derniers jours. Puis notamment parce que j'avais un problème d'internet. Et j'avais pas mal de taf. Sur ce, je vous dis à plus.